Ouf, je dois encore remplir mon essence, mais ça coûte toujours de plus en plus cher. Puis en plus, l'essence est polluant, non renouvelable, puis ça amplifie le réchauffement climatique. Y a-t-il une alternative plus écologique, carboneutre, renouvelable et plus vite à produire? Ah ben oui, les biocarburants. Les biocarburants sont des carburants combustibles créés à partir de biomasse et qui peuvent substituer ou complémenter les combustibles fossiles dans les engins à combustion. Actuellement, deux filières de biocarburants existent. Filière alcool comme l'éthanol créé à partir de la fermentation d'amidon et de sucre et la filière huile comme le biodiesel créé en extrayant naturellement l'huile contenue dans les plantes, les graines ou les algues. Actuellement, un des meilleurs biodiesels est l'huile produite par les algues, en particulier la Chlorella vulgaris. Cette algue est reconnue pour se multiplier rapidement par photosynthèse pour produire un haut pourcentage de lipides et pour son faible empreinte écologique. Nous pouvons produire 40 fois plus d'algues par acre que les plantes terrestres. Aussi simple, nous allons répliquer en laboratoire le processus de production de biodiesel, allant de l'inoculation d'une culture d'algues de Chlorella vulgaris à la transformation de celle-ci en biodiesel utilisable dans les engins. Aujourd'hui, pour le premier laboratoire, on a inoculé la culture d'algues Chlorella vulgaris pour qu'on puisse extraire son huile dans le projet biodiesel. J'ai appris qu'on a ajouté du glycérol et un milieu de culture, bulk basal medium, à la culture souche d'algues parce qu'ils agissent comme un milieu de croissance. En fait, le glycérol est une composante retrouvée dans tous les lipides triglycérides qui sont composés d'un glycérol et de 3 chaînes d'acides gras. Ainsi, les cellules de Chlorella vulgaris peuvent digérer le glycérol et incorporer ces molécules de carbone, d'oxygène et d'hydrogène dans sa croissance. Le BBM contient quant à lui plusieurs minéraux qui peuvent assurer la croissance des microalgues. Pour le deuxième laboratoire, on a mesuré l'absorbance du Chlorella vulgaris BBM Control et du Vulgaris BBM avec glycérol à 685 nanomètres pour apprendre comment utiliser un spectromètre, développer des compétences dans l'usage des micropipettes et récolter des informations sur la croissance de nos algues en solution. On a obtenu pour la solution contrôle une absorbance de 0,106 et pour la solution avec le glycérol une absorbance de 0,228. En comparant nos données avec celles recueillies par les autres équipes au cours des derniers jours, on observe que la culture d'algues a effectivement grandi puisque l'absorbance est de plus en plus grande. Il y a de plus en plus de cellules de Chlorella vulgaris qui absorbent la lumière du spectromètre. Aujourd'hui, j'ai appris que les plantes contiennent différents pigments dans leur thylakoïde comme la chlorophylle A, B et la caroténéine qui leur donnent une couleur unique. De plus, dépendamment de la longueur d'onde absorbée par les pigments, la couleur des plantes varie. Par exemple, une carotte est orange parce qu'elle absorbe des courtes longueurs d'onde bleues et mauves qui contiennent beaucoup d'énergie alors qu'elle reflète celles qui sont plus longues des oranges. Aujourd'hui, dans le laboratoire 3, la première partie consistait à observer les cellules de levure et de microalgues Chlorella vulgaris au microscope pour les comparer et identifier des organismes. Avec une magnification de 1000, on a observé une ressemblance entre la cellule de levure et du microalgue car elles sont toutes circulaires et unicellulaires. Cependant, elles diffèrent dans leur couleur car les cellules de levure sont transparentes, sans le bleu de méthylène, alors que les cellules d'algues sont vertes. Cela est dû à la chlorophylle retrouvée dans le chloroplaste des cellules d'algues, qu'on peut observer au microscope, qui est le pigment absorbant d'énergie lumineuse durant la photosynthèse. De plus, la levure n'est pas verte car elle ne fait pas la photosynthèse. Elle est un organisme hétérotrophe et absorbotrophe, donc elle se nourrit en absorbant les nutriments présents dans son environnement par une digestion extracellulaire. Ensuite, on a observé nos cellules d'algues dans une microscopie à fluorescence qui fonctionne en émettant par une lampe des rayons ultraviolets qui excitent les molécules du spécimen. Grâce à cette technique, on pouvait distinguer clairement la distribution et la quantité des lipides, les points verts, dans les cellules d'algues en rouge. Puisque les lipides sont des petits points, on peut déduire qu'ils se retrouvent dans les vacuoles sous forme de triglycérides. Dans la deuxième partie du laboratoire, dans le but d'estimer la croissance de notre culture de Chlorella vulgaris, on a compté environ 1 050 000 cellules de microalgues par millilitre de solution, diluées dans un ratio de 1/25 en utilisant un hématimètre. Après ce lab, j'ai appris comment utiliser un hématimètre et comment les microscopes à fluorescence peuvent être utiles par leur sensibilité et leur précision. Aujourd'hui, on a mesuré l'absorbance lumineuse des cellules de nos algues Chlorella vulgaris avec un spectromètre pour déterminer leur croissance et on a extrait l'huile des cellules d'algues pour produire du biodiesel. Pour le spectromètre, on a fait la mesure à 685 nanomètres parce qu'à ce point, les plantes contenant les pigments de la chlorophylle A et B atteignent un sommet d'absorbance associé à la couleur rouge. De plus, on possède un graphique avec une courbe de tendance qui permet de déterminer le nombre de cellules d'algues par millilitre selon l'absorbance. Puisque nous avons obtenu une absorbance de 0,905, cela résulte à 49 900 000 cellules par millilitre de culture nutritive d'algues. En observant cette valeur avec celle obtenue dans le laboratoire 3 par comptage avec les matimètres, on observe qu'elle est largement supérieure. Cela est dû au fait que dans le lab 3, l'échantillon de microalgues utilisé était dilué afin d'obtenir une solution 25 fois moins concentrée. De plus, le comptage de cellules avec les matimètres pouvait être très imprécis car il y avait des cellules agglomérées et même transparentes.
Pour nettoyer nos cellules de chlorella vulgaris, nous avons utilisé une centrifuge à 4800 RPM. La centrifuge séparait les cellules de la solution nutritive. En recherchant sur les ultracentrifuges modernes, j'ai appris qu'elles pouvaient tourner jusqu'à 60 000 rotations par minute et servir à séparer les organelles, les macromolécules, les bactéries et même les virus en biologie. Pour le laboratoire 5, on a fait le titrage d'huile de soya vierge et d'huile usée, qui sont des acides gras, avec du hydroxyde de potassium, une base, pour déterminer le pourcentage masse volume d'acides gras libres qu'ils contiennent et pour calculer la quantité de KOH nécessaire pour convertir nos huiles en biodiesel. On a obtenu 0,075 g d'acides gras libres par 100 ml d'huile de soya vierge et 0,14 g d'acides gras libres par 100 ml d'huile usée. On obtient un plus haut pourcentage d'acides gras libres pour l'huile usée que pour l'huile vierge, car lorsque les triglycérides sont chauffés, ils se dissocient en diglycérides et acides gras libres. L'effet de la chaleur sur les huiles est un phénomène chimique que j'ai appris aujourd'hui, tout comme la possibilité des acides gras libres de former du savon lorsqu'il y a trop d'ions catalyseurs provenant du KOH. Afin de prévenir la formation de savon, on a mesuré le volume maximal de KOH nécessaire pour neutraliser nos huiles et les transformer en biodiesel. Grâce à des données fournies, on a pu convertir les volumes de KOH en grammes qu'on peut utiliser dans le lab prochain sur la transestérification. On a obtenu 0,39 g de KOH pour 55 ml d'huile de soya vierge et 0,40 g pour 55 ml d'huile usée. Pour le LabSils, on a effectué une réaction de transestérification pour produire du biodiesel à partir de l'huile de soya vierge et de l'huile usée. Nous n'avons pas utilisé d'huile des algues car nous n'en avons pas produit en quantité suffisante pour cette expérimentation. Aujourd'hui, j'ai appris comment s'effectue une transestérification. D'abord, il faut créer une solution d'alcool et de catalyseur comme une solution méthanol KOH. Ensuite, on ajoute à de l'huile pour former des esters méthylène qui est le biodiesel et du glycérol. Dans notre expérimentation, nous avons utilisé un ratio 1 mol d'huile de soya pour 6 mol de méthanol, ce qui diffère du ratio 1:3 de l'équation balancée. En fait, nous avons utilisé 2 fois plus de méthanol expérimentalement car selon le principe de Le Chatelier, une augmentation de la quantité de réactifs favorise la vitesse de la réaction directe, donc de la formation d'esters méthyliques. Par la suite, il fallait maintenir la température entre 45 et 55 degrés Celsius durant la transestérification pour ne pas que le méthanol ayant un point d'ébullition à 65 degrés se mette à s'évaporer et parce que c'est à ces températures que la réaction produit le plus haut pourcentage de biodiesel. Finalement, les produits de la réaction devraient ressembler à ceci, où la couche de biodiesel repose sur le glycérol dû à une différence de masse volumique. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu cela parce que le méthanol utilisé était périmé. Pour le Lab 7, nous avons nettoyé le biodiesel des sous-produits de la transestérification comme le glycérol, les acides gras libres, les résidus de méthanol et de savon pour obtenir un carburant acceptable et utilisable. Le rendement de notre réaction de transestérification est de 93% pour l'huile usée et de 91% pour l'huile de soya vierge, ce qui est inférieur de celle attendue de 98%. Cela est dû à un manque de rigueur lors de la décantation puisqu'il restait une fine couche de biodiesel à la surface du glycérol. Il se peut également que la réaction de transestérification n'était pas complète, ce qui produirait moins de biodiesel. Aujourd'hui, j'ai appris une méthode qui pourrait faciliter la conversion d'huile usée en biodiesel. En fait, il faudrait performer une estérification, une réaction chimique par laquelle les acides gras libres réagissent avec du méthanol pour se convertir en ester méthylique et par la suite, une transestérification. De cette manière, on élimine les acides gras libres pouvant salir notre biodiesel en formant du savon avec les ions catalyseurs. Pour le Lab 8, nous avons effectué la combustion de diesel pétrolier comme l'octane et le pétrodiesel et de biocarburants comme l'éthanol et le biodiesel pour mesurer leur contenu énergétique et pour les comparer. Au cours de l'expérience, j'ai appris que le diesel pétrolier contient une plus grande enthalpie de combustion que le biodiesel, ce qui le rend plus avantageux dans les transports. Cependant, même si le diesel pétrolier peut faire avancer une voiture plus loin, il est intéressant sur un point de vue environnemental de le mélanger à du biodiesel. En fait, il semblerait qu'au Canada, les régulations imposent que le carburant ordinaire contient soit 1 à 10% d'éthanol ou 1 à 5% de biodiesel. Ces ajouts peuvent réduire l'émission de monoxyde de carbone, un produit d'une combustion incomplète qui amplifie l'effet de serre. Malheureusement, au Québec, il fait trop froid pour utiliser du pur biodiesel à 100% car ce dernier solidifierait et bloquerait le moteur. Toutefois, des recherches suggèrent qu'il est possible d'éviter ce problème par l'ajout d'additifs dans le carburant ou par l'utilisation d'un chauffe-moteur. Enfin, je trouvais intéressant d'observer les différences entre la combustion d'un diesel pétrolier, le pétrodiesel, et la combustion d'un biodiesel. Le pétrodiesel, qui est plus polluant, produisait effectivement une épaisse fumée grise, beaucoup de suie et une odeur désagréable, alors que le biodiesel d'huile de soya vierge, qui est moins polluant, produisait une fumée moins foncée et un arôme subtil de fumée. Pour le dernier lab, nous avons visualisé et analysé une machine de biodiesel semi-automatique pour résumer nos connaissances sur la production de biodiesel. J'ai appris durant la présentation d'aujourd'hui qu'il y a un projet d'expansion du pipeline Trans Mountain qui fait polémique au Canada. L'Alberta voudrait construire une pipeline à travers la Colombie-Britannique pour atteindre la côte maritime, malgré la forte opposition des groupes environnementaux et des Premières Nations de la Colombie-Britannique.
Ce conflit est un exemple parmi tant d'autres des tensions géopolitiques pouvant surgir de l'exploitation pétrolière puisque ce dernier est une ressource hautement convoitée. Par ce fait, il est intéressant d'explorer d'autres alternatives comme le biodiesel qui pourraient dans le meilleur des cas réduire la rivalité dans cette course au pétrole et en même temps notre empreinte écologique.